messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 48 heures après l'accident de Badjouré dans le département de Bignona, des blessés graves sont toujours en attente d'une prise en charge adéquate. Le médecin chef du centre de santé de Bignona lance un SOS. Des excuses de la police nationale, c'est ce que réclame la propriétaire de la pharmacie Fadilou Mbacké. S'agissant des excuses qu'aurait présentées le docteur Cheikhouna Gueye, il n'en est rien selon lui et aucun PV n'a été signé au commissariat des Parcelles Assainies. Un an après la démolition de leur habitation à Diamniadio, le collectif des propriétaires réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire et une indemnisation complète. Voilà 12 mois qu'ils prennent leur mal en patience. Et puis on n'en a pas fini avec la balle orange. Au lendemain de la finale perdue des Lions, les Lions du basket vont prendre le relais en Chine. La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national a eu lieu ce matin. Les Lions iront au pays de Mao pour réaliser une performance honorable. Des accidentés qui souffrent devant un personnel complètement dépassé par la situation. C'est le spectacle qui s'offre au centre de santé de Bignona. Avant-hier, nous vous parlions de l'accident sur la RN4. Bilan 5 morts et une trentaine de blessés graves. 48 heures après l'accident, certains de ces blessés sont toujours en attente d'une prise en charge appropriée. Le médecin-chef appelle à l'aide. Boubacar Diassi. Depuis la survenue de l'accident du bus de 72 places à Badjouré, certains blessés graves n'ont pas encore la prise en charge qu'il faut. Leur cas nécessite même de nouvelles mesures. Des blessés graves qui avaient des fractures ouvertes pour certains, d'autres des hémorragies externes, internes. En tout cas, des blessures extrêmement graves qui nécessitent carrément des interventions en urgence, mais aussi d'autres interventions avec des médecins chirurgiens. Et là, nous avons écho que certains patients ont déjà bénéficié d'une intervention chirurgicale et il y a d'autres patients qui attendent jusqu'à présent. Pour que de bonnes volontés puissent aider les victimes, la commission sociale du centre de santé de Bignona a lancé un appel qui a été entendu par l'ANRAC. Dans ce cadre-là, l'ANRAC également ne pouvait pas ne pas être en reste et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté un appui de 3 millions de francs CFA pour la mettre à la disposition donc, du comité de crise mis en place à cette époque. Il faut dire que certains grands blessés pourraient même être évacués sur Dakar où le plateau médical est plus relevé que dans la région de Ziguinchor. Et puis retour sur l'affaire de la pharmacie Fadilou Mbacké. La propriétaire réclame ce soir des excuses de la police nationale. Selon le docteur Cheikhouna Gueye, il n'a jamais signé un PV où il mentionnait que le docteur présente ses excuses au commissariat des Parcelles Assainies. Le pharmacien jure que la vidéo n'a pas été tronquée. Ils étaient en conférence de presse compte rendu Diarry Toufal et Thierno Mendy. L'incident de la pharmacie Fadilou Mbacké continue de susciter le débat. À l'origine, cette fois, un soi-disant PV qu'aurait signé le docteur Cheikhouna Gueye la nuit des faits, présentant des excuses au commissaire Sankaré. Une rumeur que dément formellement le pharmacien. Je déclare sur l'honneur que je n'ai signé aucun PV au commissariat des Parcelles Assainies et sur ce, je mets au défi quiconque de me montrer un PV que j'ai signé moi-même. Par ailleurs, le samedi 17 août 2019 à 11 h, j'ai fait l'objet d'un interrogatoire à la DIC par le lieutenant Ba, sanctionné par un PV que j'ai signé. Nulle part dans ce PV, je n'ai présenté des excuses au commissaire parce que je suppose que j'ai été victime dans toute cette affaire. Il se dit accusé à tort d'avoir dissimulé des séquences de la vidéo de l'altercation. Cette vidéo a été un prétexte pour des personnes malhonnêtes d'étayer la thèse que nous avions voulu dissimuler cette séquence parce que montrant l'empoignade entre moi et M. Sankaré. Maintenant, la vidéo intégrale du film circulant depuis hier dans la toile montre suffisamment que moi, Dr Gueye, j'ai été empoigné en premier lieu
par le commissaire Sankaré. Ces agents de la pharmacie Mohamedou Fadilou Mbaké réclament aussi des excuses de la part de la police nationale. Nous sommes seulement étonnés de n'avoir pas encore reçu la visite d'une quelconque autorité de la police nationale. Alors que notre pharmacie a été vandalisée, nos agents agressés et humiliés devant les clients. Nous continuons d'exiger une excuse de la police nationale. Suite à l'altercation, l'ancien commissaire des Parcelles Assainies a été affecté à la direction générale de la police nationale comme conseiller. À noter que l'enquête suit son cours. Merci Diariatou. Et puis le collectif libéré Guy Marius Sagna veut plus que la liberté provisoire. Il demande la liberté totale et sans condition de l'activiste qui est innocent. À leurs yeux, les membres du collectif étaient en conférence de presse. Koumba Matlo et Tierno Laurent Mehdi. Une bataille de gagner par le collectif libéré Guy Marius Sunu Pétrole Sunu Gaz dans la guerre qu'il oppose au gouvernement en place après la liberté provisoire accordée à l'activiste. Le collectif ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La liberté provisoire de Guy Marius Sagna est une première victoire obtenue par notre mobilisation. Nous appelons à poursuivre des manifestations et de la campagne panafricaine et internationale pour la libération définitive de Guy Marius Sagna. Face à ce qu'il qualifie d'intimidation, Guy Marius Sagna ne compte pas céder. Selon lui, ce séjour en prison ne changera rien à son engagement citoyen. Le musellement ne passera pas. La tentative de diversion ne réussira pas. Une tentative de diversion qui avait pour objectif de nous détourner de la lutte salutaire, patriotique pour la souveraineté du peuple sénégalais sur ses ressources en général et ses ressources naturelles en particulier. Du côté du pool d'avocats, le combat judiciaire est loin d'être terminé. Après cette victoire d'étape, il vise un non-lieu total. Nous allons continuer le combat judiciaire en utilisant encore une fois toutes les ressources que nous donne la loi, sur le plan interne, sur le plan régional comme sur le plan international, jusqu'à l'obtention d'une décision de non-lieu. Ça veut dire jusqu'à l'abandon de toutes les charges en l'encontre de notre client Guy Marius Sagna, qui n'a rien fait. Nous envisageons de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Nous envisageons également de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Désormais libre, le leader de Frappe France Dégage a tenu à saluer la mobilisation sans relâche du collectif afin de braver cet abus de pouvoir. 12 mois après la démolition des maisons à Diamniadio, les propriétaires ruminent leur colère devant le statu quo. Ils veulent une commission d'enquête parlementaire avec au bout une indemnisation. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Sob. Un an après la démolition de leur maison, les victimes de Diamniadio Sud ruent toujours dans les brancards. Face à la presse suite à leur marche interdite, ces victimes et populations de Diamniadio estiment que le problème reste entier. Depuis cette date, nous connaissons tous la faim, le soif, l'angoisse existentielle, l'humiliation, celle d'un peuple sacié de ses terres. En quelques mois, ce phénomène de spoliation foncière se propagea partout dans la commune comme une épidémie avec à la clé 742 hectares appartenant à des promoteurs privés. Ce combat, nous le devons bien sûr aux victimes et à leurs descendants. Nous le devons aux sinistrés, car nier, c'est contester les souffrances. C'est verser du sel sur une blessure ouverte qui ne s'est donc pas cicatrisée. Pour exiger toute la lumière sur ces démolitions, ces victimes réclament une commission d'enquête parlementaire. Par ma voix, la population de Diamniadio réitère son attente avec impatience d'un décret présidentiel désaffectant tous les promoteurs véreux si dans notre zone au profit des détenteurs légitimes. Nous réclamons aussi l'indemnisation des victimes qui ont vu leur maison détruite comme un film de fiction. Nous profitons de l'occasion pour saisir publiquement l'honorable M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires et l'ensemble des députés pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire contre le député Demba Diopsi afin de faire jaillir
la lumière sur cette affaire. Député par cette situation, ces populations de Diamniadio Sud interpellent le chef de l'État afin que les victimes soient indemnisées, mais aussi que les hectares de terre entre les mains des promoteurs soient restitués aux populations de Diamniadio. Merci Ousseynou. Et puis les difficultés liées au logement seront bientôt un vieux souvenir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 52 milliards seront injectés dans la réalisation de nouvelles infrastructures à l'UCAD. C'est un partenariat public-privé. Le Centre des œuvres universitaires est en partenariat avec AMSA Realty dans cette initiative qui vise à offrir aux étudiants un meilleur cadre de vie. Cheikh Diop et Jafaraba. Officiel, l'accord de partenariat public-privé est signé. Une bonne nouvelle pour les étudiants. Bientôt, de nouvelles infrastructures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous quittons 3 000 à 4 000 lits. Nous allons à la fin du projet avoir au moins 18 000 lits. Mais aussi, la politique de qualité sera renforcée. Il ne faut pas faire la fine bouche sur cette question. Les conditions actuelles de nos pavillons sont effectivement désastreuses et ce projet nous permettra de nous mettre aux normes internationales. C'est un changement total de paradigme, mais aussi un changement de contexte et cela impliquera évidemment beaucoup de conséquences dans la gestion de l'entretien. Fini les grands travaux de vacances que nous faisions, maintenant les travaux de maintenance sont au quotidien. Et ce qui fait qu'il y a une partie consistante du budget que nous pourrons économiser à terme. Changer le cadre de vie des étudiants, améliorer la performance du système éducatif, le suivi des bâtiments sera assuré pour une durée de 10 ans. Si nous terminons tous les chantiers, il sera à 52 milliards. Et cette qualité de l'hébergement, nous pensons qu'avec le projet, nous pourrons y répondre. Il s'agit pour nous de mettre du matériel adapté. Et donc, avec les équipes techniques, nous avons conceptualisé, trouvé les solutions qu'il faut. Nous avons pris un engagement, un risque, de dire qu'on fait les choses, mais également on est là pour le garantir. Un projet qui sera à terme d'ici 2 ans. Objectif, réaliser un campus moderne pour l'entrée des étudiants. Merci cher. Et puis le Club des investisseurs du Sénégal organise le Forum économique des investissements, 2 jours d'échange avec une délégation de 14 investisseurs venus de l'Europe. Les discussions porteront sur les questions liées à l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Aïssatou Paye et Jafaraba. Environnement des affaires propice, croissance économique, compétitivité, investissement. Autant de termes utilisés lors de ce forum économique organisé par le Club des investisseurs du Sénégal. Notre pays serait-il donc un grenier d'opportunités en matière d'investissement? Il y a également un volet réforme qui est conduit par l'APIC et qui a permis de réaliser beaucoup de réformes majeures dans notre pays et a permis à tout investisseur privé de pouvoir s'y installer, effectuer son business dans une sécurité juridique parfaite, avec une facilitation de création d'entreprises, une facilitation d'installation par la promotion de plateformes du genre des zones économiques spéciales. L'intérêt de ce forum, promouvoir encore et encore le Sénégal, une destination de choix. Nous avons imaginé de faire ce forum d'échange entre l'offre financière, l'offre technique d'ingénierie du secteur privé étranger et aussi l'aptitude du secteur privé sénégalais à offrir le local content pour que les projets sénégalais, dans le cadre du privé, puissent se faire en relation avec le secteur privé sénégalais et le secteur privé étranger. Plusieurs investisseurs étrangers l'ont choisi pour investir. Que peut donc apporter cette collaboration? Oui, nous allons collaborer avec ces investisseurs parce que nous avons des projets, nous aussi. Nous allons investir en même temps que nous faisons de co-investissement. Il ne s'agit pas de voir simplement un Européen ou en tout cas X venir au Sénégal investir. Nous sommes partie prenante et nous avons un secteur privé assez fort maintenant. Le Sénégal, un pays attractif en matière d'investissement, et pendant 2 jours, les échanges vont se poursuivre pour une meilleure sécurisation des projets, un partenariat entre le Club des investisseurs et la Chambre européenne des technologies. Et puis dans les communes de Saint-Louis-Gandon, Gandiol, Fass, Ngom et Pal, les ordures dictent leurs lois aux populations, ce qui occasionne plusieurs dégâts environnementaux et sanitaires.
Ces communes ont bénéficié d'un financement de 500 millions de francs CFA pour l'opération Zéro déchet, le lancement officiel d'une vaste opération OGIAS organisée sous forme d'opération 7 CETAL qui pourrait durer une semaine. On écoute ici Mandao Gueye, coordonnateur du projet Projep avec notre équipe à Saint-Louis. Un diagnostic a été fait dans l'ensemble des communes pour s'accorder sur les problèmes communs à l'ensemble des communes. Et le problème qui est ressorti comme numéro 1, c'est la gestion des déchets. C'est une problématique qui est constatée dans toutes les communes, dont une commune à elle seule ne peut pas résoudre le problème. Ainsi, la Banque mondiale nous a accordé un financement supplémentaire dans le cadre du PIC, programme d'investissement communautaire Salubrité, pour accompagner les communautés dans l'organisation et la gestion des déchets dans les 5 communes. Cela se fera en appui du programme que l'État envisage de mettre en place pour les moyens lourds. Présentement, nous sommes à Gandiol pour faire le lancement des campagnes de 7 CETAL, c'est-à-dire des opérations de mise à zéro qui se feront dans l'ensemble des communes pour arriver à une commune propre à Gandiol et également une commune propre dans l'ensemble du département. Et puis, contrairement à d'autres localités du pays, Kédougou enregistre une forte pluviométrie, comme d'habitude. Pour en tirer les marrons du feu de cette abondance de pluie, le ministre de l'Agriculture souhaite renforcer le dispositif en matière agricole. Moussa Baldé est au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou. La région de Kédougou regorge de potentialités énormes en matière agricole, en matière hydrique. C'est l'une des régions la plus arrosée du Sénégal. Votre hivernage déjà est presque à mi-chemin, alors qu'il n'a pas commencé dans le nord du Sénégal. Donc c'est tout naturellement que nous devons investir ici. La Sodagri a déjà un projet important qui va impacter 8 communes de la région de Kédougou. Ce projet est nommé Tiers Sud et il a démarré ses activités et vous allez bientôt sentir qu'il est déjà présent sur vous. Allez, les rideaux sont tombés sur l'afro-basket féminin. Place maintenant à la Coupe du Monde en Chine chez les messieurs. La compétition démarre le 31 août prochain. Ce matin, le ministre des Sports a présidé la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national aux compétiteurs. Matar Ba s'attend à une participation honorable du Sénégal. Cher Lyon, le basketball sénégalais, bénéficiant d'une très bonne image et d'une forte notoriété au plan africain et mondial, les attentes légitimes du peuple sont de pouvoir honorer le drapeau national durant tout votre séjour en terre souveraine. Et toujours à l'esprit l'héritage glorieux que vous ont légué vos demandes. Un héritage qui justifie l'honneur que vous avez fait, que vous a fait le peuple sénégalais, en portant son choix sur vous pour représenter notre pays. Ainsi, en recevant le drapeau symbole de notre souveraineté nationale ou internationale et en revêtant le maillot de l'équipe nationale, vous endossez la lourde responsabilité de défendre et d'honorer les couleurs de la nation. Cependant, durant cette noble mission au service de la nation, soyez rassurés, chers Lyon, que vous ne serez jamais seuls. En effet, ce message est aussi un message de soutien du président Macky Sall et du peuple sénégalais dans son ensemble pour vous pousser à réaliser des performances honorables pendant cette monde. Et le coach Moustapha Gueye revient sur l'importance pour les joueurs de mouiller le maillot national. Il s'attend par ailleurs à affronter des équipes coriaces et forcément favorites devant le Sénégal. D'aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs et je disais aux joueurs qu'aucun message ne peut nous motiver plus que le drapeau national. Donc c'est un moment solennel. Nous nous en souviendrons à chaque instant pour vraiment avoir une attitude d'un ambassadeur qui va défendre vraiment les cours du pays. Des adversaires très, très coriaces qui sont, je pense mieux que nous aujourd'hui, mais nous devons développer
une fibre qui va nous permettre de très bien nous comporter, parce que l'objectif qui nous a été assigné quand même, c'est l'Afrobasket 2021. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des jeunes là-dedans, Matar Gueye, Moustapha Diop et les autres. Mais nous allons jouer clairement nos chances et essayer d'avoir une très belle prestation. Et puis basket toujours, mais revenons sur la désillusion de Dakar Arena. Malgré la défaite, les Lions ont fait douter les Nigérianes pour l'ancien international sénégalais Viendoy. La pression a poussé les filles à commettre des erreurs inattendues qui ont été fatales. Viendoy était l'invité du Trésor de TFM. Elles ont fait pratiquement un match parfait parce qu'il faut oser le dire, beaucoup de gens s'attendaient à une défaite. Parce que les gens se disaient qu'avec l'armada du Nigeria, ce n'était pas possible de gagner le match et qu'on allait même perdre avec un écart assez important. Mais comme j'ai l'habitude de dire, un match, ça se gagne sur le terrain. Maintenant, durant le match, on a vu des filles déterminées parce que le Nigeria a mené durant les 3 premiers quarts-temps. Mais après, les filles sont revenues en mettant en place une défense très agressive, en faisant douter ces Nigérianes-là. Parce que ça se voyait même, on a été jusqu'à égalité à peu près 1 minute ou 54 secondes de la fin. Maintenant, il manquait juste un petit peu de concentration pour gérer la chose, pour faire le job correctement. Parce que c'était à un doigt, elles étaient à un doigt de remporter ce match-là. Et c'est vraiment dommage. On pouvait avoir ce match-là parce que pour la première fois depuis presque 4 ans, une équipe a fait douter le Nigeria, la grande équipe du Nigeria. Et puis bon, j'ose espérer que ça sera le déclic pour montrer aux gens qu'une équipe, c'est pas que des noms. La défaite jusqu'au bout de l'effort, jusqu'en finale pour les Lions. Les supporters l'ont toujours amère au lendemain de la désillusion face aux Nigérianes. Mais tout de même, contre mauvaise fortune, bon cœur, le 12e Gaindé se satisfait de la prestation globale des Lions. C'était vraiment, on était tous contents parce que malgré on n'a pas gagné, mais franchement ils ont montré que ce sont des grands Lions. Ils ont donné le tout, le maximum, mais on a vu que même le Nigeria c'est une grande équipe. Les Sénégalais aussi, ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont montré sur le terrain que voilà, c'est le basket, ils ont tout donné. Bon, on dit que presque tout a marché, hein, presque différent. En regardant la différence des points, là on peut dire que c'est la chance, tout simplement c'est la chance qui compte. Parce que différence 2 points, 3 points, là on ne peut pas dire grand chose. Vraiment. Les Nigériens ont été plus rapides que eux. Pour moi, il n'y a pas de faille. Le seul problème c'est le début. On a mal commencé le match, mais après on a fini par gérer la situation, mais c'est la chance qui nous a pas souri, quoi, c'est ça. Les baskets, en plus ils ont très bien joué, c'est leur chance, on doit les féliciter. On prépare notre finale l'année prochaine, prochainement à venir. Et puis le roi des arènes a rendu sa couronne loin d'une abdication, mais plutôt une intronisation du nouveau roi de la lutte sénégalaise. Passation de pouvoir entre Modou et Eumeu Sène hier dans les locaux de la TFM. Les regrets du roi déchu et les ambitions du néo-roi, c'est un sujet de Alassane Ba. Une entrée très classe, très fair-play de Eumeu Sène, venu après Modou Lô, le nouveau roi des arènes. Les deux lutteurs se sont accoladés, histoire de rappeler au public qu'après le sport, c'est les frères. L'ex-roi des arènes reconnaît ses erreurs qui, selon lui ont coûté très cher. Je devais perdre ce combat, c'est tout. Je n'ai pas vu le coup venir. Et c'est après avoir regardé le replay que j'ai compris. L'erreur que j'ai faite, c'est lorsqu'on est entré en contact, je me suis laissé faire. Je n'ai fait aucune action. Je me suis absenté en un moment et je n'ai pas compris. Je n'ai pas ressenti son coup, franchement. La couronne change de camp et c'est Eumeu Sène qui est chargé de la placer sur la tête de Modou Lô. Et après une poignée de main, le roi Modou reste cependant ouvert
Il n'écarte aucun lutteur, sauf peut-être Balla Gaye, mais il précise qu'il préfère se concentrer sur autre chose. Mes combats ne se limitent pas seulement entre Eumeu Sène ou Balla Gaye. Il y a d'autres lutteurs qui sont là. Moi, je reste ouvert, je peux donner la chance aux autres. Mon combat contre Balla Gaye 2 n'est pas d'actualité. Les deux lutteurs ont aussi tenu à féliciter l'arbitre du combat royal du 28 juillet dernier qui a secouru Eumeu Sène KO. Ce dernier dit reconnaître à Modou Lô son titre de roi des arènes. Merci Alassane. Et puis on termine avec la page internationale de cette édition essentiellement consacrée au Soudan, au Gabon et à la Suisse. Mais d'abord le Tchad, où l'état d'urgence a été décrété suite à des affrontements intercommunautaires entre cultivateurs et éleveurs à l'est du pays. C'est un récit de Daniel Diouf. L'état d'urgence déclaré par le président tchadien dans 2 provinces de l'est du pays, Idriss Déby qui a réclamé dimanche le désarmement des civils après des affrontements meurtriers entre communautés. Selon lui, des affrontements liés à la crise au Soudan voisin. L'état d'urgence a été déclaré pour 3 mois dans les provinces du Sila et du Wadaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, où des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août, selon la présidence tchadienne. 10 mois après son accident vasculaire cérébral, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a assisté samedi au défilé militaire pour la fête nationale, une rare apparition publique que les Gabonais attendaient pour juger par eux-mêmes s'il peut toujours diriger le pays, contrairement à ce que prétendent ses opposants. Debout dans un command-car de l'armée, appuyé sur une longue canne pour marcher jusqu'au pied de la tribune, puis sous les applaudissements des personnalités présentes, Ali Bongo a gravi seul les marches jusqu'à son fauteuil où il a pris place aux côtés de son épouse Sylvia Bongo. Une sorte de réponse à une partie de l'opposition qui voulait être édifiée sur la capacité ou non du président malade à diriger ce pays. L'ancien chef d'État soudanais devant la justice de son pays pour répondre d'accusations de corruption, Omar el-Béchir, arrivé ce lundi sous escorte au tribunal de Khartoum. Il a comparu derrière une cage de fer encadrée par des soldats et salué par ses partisans dans la salle. Les chefs d'inculpation retenus contre l'ancien chef d'État sont la possession de devises étrangères et des actes de corruption et de trafic d'influence. Selon le parquet, ce sont les questions d'argent qui ont dominé cette première journée, notamment ces liasses de billets retrouvées dans sa résidence après son arrestation filmée à l'époque par la télévision d'État. Mais aussi, fait nouveau apporté ce lundi au tribunal par l'un des enquêteurs, les 90 millions de dollars qui lui auraient été offerts en plusieurs paiements, 25 millions de dollars du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, et 65 millions de dollars de la part du roi Abdallah, décédé en 2015. L'ex-président n'a fait aucun commentaire. La prochaine audience fixée à samedi prochain. Enfin, un Sénégalais primé au festival de Locarno en Suisse, la 72e édition. Il s'agit de Mamadou Dia, le film récompensé Bamoun Nafi, c'est-à-dire le père de Nafi. Dans cette production, Mamadou Dia imagine la mainmise d'un groupe fondamentaliste sur une petite ville. Le film a reçu à la fois le prix du meilleur premier long métrage et le Léopard d'or de la section cinéaste du présent. Merci Daniel. À suivre ce soir votre magazine Sport à la une. Restez en compagnie d'un programme. On se donne rendez-vous demain pour le 20h de TFM. Excellente suite des programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.